Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, salut Laurence. Corentin, salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nos forêts. Peux-tu te présenter? Oui, avec plaisir, Corentin. Voilà, moi je suis forestière, je suis bio-ingénieure forestière. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la recherche en écologie des forêts. Ma passion, c'était vraiment de pouvoir suivre les oiseaux et puis la dynamique forestière au niveau de la régénération. Et puis j'ai travaillé dans un département d'études de la région wallonne sur tout ce qui a trait à la santé des forêts, à la santé des arbres. Et là, je me suis particulièrement intéressée aux champignons, aux lichens et voir finalement l'évolution de nos forêts dans le cadre des changements climatiques. Et puis, depuis 2 ans, je me suis installée comme consultante à mon compte. J'ai choisi de finalement prendre la voie de former et de transmettre tout ce qui me tient à cœur et tout ce que j'ai comme savoir. Et l'idée, c'est vraiment de former d'abord du grand public à découvrir les richesses des forêts qu'on a chez nous, former les propriétaires aussi, pour pouvoir intégrer dans leur gestion tout cet aspect biodiversité, et puis de former tous les permaculteurs qui ont envie de se lancer en jardin-forêt. Quelle est la mission d'Epiphytia? Alors, la mission d'Epiphytia, elle est triple. En fait, on fait 3 métiers différents. Donc, c'est accompagner les gestionnaires forestiers, publics ou privés. C'est un rôle d'expertise, plus en biosurveillance. Et puis, c'est aussi ce qui nous tient fort à cœur, c'est de pouvoir accompagner tout un chacun, grand public, à s'immerger en forêt et à retrouver du lien avec la forêt, du lien à soi, aux autres et aux vivants, pour mieux comprendre cet écosystème qui est juste incroyable et qui nous apprend la résilience. Et donc, c'est vraiment l'objectif d'Epiphytia, c'est l'humain au cœur de la forêt. Que veut dire Epiphytia? Alors, Epiphytia, ça vient d'épiphytes. Les épiphytes, ce sont des organismes, des plantes, des champignons, des insectes qui poussent sur le tronc des arbres. Et donc, qui vont utiliser les arbres comme support de vie. Et en fait, c'est ce que j'ai vraiment envie d'inciter à nous, humains, c'est de pouvoir, en fait, se baser sur les arbres, se poser sur les arbres, et ce, dans toutes les dimensions de nos vies, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes récréatifs, mais aussi en termes d'alimentation. Et donc, c'est vraiment de pouvoir voir la forêt comme une forêt nourricière dans toutes les dimensions. Quel est l'état de santé de nos forêts en Wallonie? Ça c'est une vaste question, Corentin. Là, pour résumer ça, donc on va peut-être faire la différence entre les forêts qui sont en base de résineux et les forêts qui sont en base de feuillus. Donc les forêts à base de résineux, souvent c'est des espèces qui ont été introduites chez nous, qui malheureusement ces dernières années ont subi de plein fouet les sécheresses répétées. Et on voit pas mal de développement d'insectes et de ravageurs qui vont toucher ces résineux. On parle souvent du scolyte de l'épicéa. Et donc, effectivement, nos peuplements d'épicéa sont vraiment mis à mal par ces phénomènes de fluctuation des populations de scolytes. Et puis, on a les peuplements feuillus qui trinquent aussi ces années à sécheresse qui se sont répétées. Alors, les sécheresses, elles ont existé de tout temps, mais ici, ce qu'il y a, c'est la fréquence de ces sécheresses qui est de plus en plus importante. Donc, c'est un peu comme un boxeur qui reçoit un coup de poing. Un coup de poing, il reste debout, mais quand il s'en prend 36 dans la figure, à un moment donné, il décroche. Voilà. Et donc, on a certains peuplements de chênes, par exemple, en haute altitude, qui peuvent décrocher à un moment donné parce qu'ils ont subi ces sécheresses à répétition. Et donc, ce qui veut dire que nos espèces indigènes ne sont pas à l'abri aussi de problèmes chez nous. Et on peut dire aussi aujourd'hui en Wallonie qu'il n'y a plus vraiment une espèce qui est à l'abri du réchauffement climatique ou d'impact de ravageurs et de pathogènes. Alors ici, on se trouve en SB, sur la commune de Gemep-sur-Sambre, dans une forêt en Natura 2000 qui est très protégée et surtout très très intéressante parce que, comme vous savez bien, en SB, on n'a plus beaucoup de forêts. Ici, c'est vraiment un réservoir de biodiversité au milieu de cette SB. On se trouve dans une chênaie, sur un plateau, et on voit que finalement, même ici, alors que les sols sont très bons, très profonds, on a des chênes qui décrochent, comme vous avez pu voir avec le chablis et les racines. Et puis vous voyez ces houppiers de chêne, avec un hêtre aussi,
qui sont pas en très très bon état et qui ont subi des stress hydriques, mais aussi des défoliations et des insectes ravageurs. Comment créer des écosystèmes forestiers résilients? Bonne question. D'abord, c'est vraiment apprendre que la forêt nous apprend la lenteur et nous apprend qu'on se retrouve dans une autre dimension de temps. Donc c'est prendre le temps, c'est ne pas vouloir aller trop vite et pouvoir observer la nature, observer ce qui est là et en apprendre parce qu'on en apprend tous les jours et avoir beaucoup d'humilité par rapport à ces géants que sont les arbres qui sont là depuis bien longtemps avant nous. Et finalement, en voulant aller trop vite, on crée plus de soucis qu'autre chose en forêt. Un exemple, c'est de vouloir aller rechercher un arbre qui est mort ou qui est dépérissant, de venir avec une grosse machine, de tasser les sols et finalement de mettre à mal le capital sol, c'est-à-dire l'avenir de la forêt dans son ensemble. Donc j'aurais envie de dire, c'est vraiment pouvoir observer, prendre le temps avec pas mal d'humilité. Et puis c'est de se dire, en fonction de ce qu'on veut faire, introduire de nouvelles espèces, c'est ne pas vouloir jouer à l'apprenti sorcier trop vite et se dire que finalement les espèces qu'on a chez nous, elles ont vraiment leur potentiel, elles ont vraiment leur capacité de résilience et d'aller rechercher des ressources si on leur donne le temps. Et donc de bien réfléchir à ce qu'on fait, où, comment et quand. Est-il intéressant de s'inspirer ou d'imiter la forêt pour créer des jardins-forêts? Oui, tout à fait, c'est très très intéressant et très pertinent. On va retrouver dans l'écosystème forestier, qui est finalement l'écosystème le plus naturel qu'on a chez nous, on va retrouver encore un fonctionnement qui est super intéressant à analyser en termes de structure, en termes, donc c'est-à-dire toutes les strates de végétation, en termes de composition, toutes les essences qu'on va retrouver dedans, mais aussi en termes de régénération, et de voir que finalement cette régénération, elle est fortement dépendante de la matière organique qui retombe au sol et de la nutrition des sols. Et finalement, c'est ce qu'on veut pour nos jardins-forêts, c'est d'avoir des systèmes qui sont pérennes, diversifiés et donc du coup résilients, structurés dans le temps pour pouvoir résister aux sécheresses et qui peuvent s'auto-régénérer, s'auto-alimenter, même si effectivement, nous humains, on a envie de pouvoir apporter et améliorer le système, mais de savoir comprendre la dynamique de flux de matière dans un système structuré et diversifié est super intéressant pour mener à bien des forêts-jardins qui soient résilientes et durables dans le temps. Et donc, super important en fait de pouvoir observer comment ça se passe en forêt, de pouvoir imiter finalement la forêt, imiter la nature pour, dans nos milieux ouverts, hâter en fait l'œuvre de ce qu'on fait, de nos plantations. Parce que c'est sûr que les jardins-forêts, on va aller surtout en fait les installer en milieu ouvert, dans des milieux qui sont issus de l'agriculture ou donc en verger ou dans nos jardins. Et on va effectivement laisser nos forêts un peu tranquilles pour qu'elles puissent respirer, mais surtout comme réservoir de biodiversité. Parce que cette biodiversité qui est en forêt, à proximité de nos jardins forêts, vont aider en fait. Il va y avoir des transferts et par exemple des pollinisateurs vont passer d'un milieu à l'autre. Mais on a besoin d'avoir ces zones de quiétude et de fonctionnement optimal le plus naturellement possible. Et donc on va surtout travailler dans des milieux ouverts et agricoles pour installer ces forêts-jardins. Comment envisages-tu la coexistence entre les humains et les forêts pour que ce soit mutuellement bénéfique? Alors c'est sûr qu'on a besoin de la forêt, c'est sûr qu'il ne faut pas être trop idéaliste non plus. On a besoin de se chauffer, on a besoin de se nourrir, on a besoin d'air pour respirer. Donc il y a effectivement un échange mutualiste, voire une symbiose. Et donc c'est vraiment pouvoir utiliser la forêt avec parcimonie, avec respect et d'essayer d'avoir le moins de pression possible. Et c'est pouvoir s'en inspirer, c'est-à-dire que d'aller rechercher en forêt des idées pour pouvoir planter les bonnes espèces, les bonnes essences au bon endroit, dans les bonnes conditions. Et donc, c'est pouvoir quand même aller rechercher du bois de chauffage en forêt. Mais par exemple, si on prend le bois de chauffage, c'est d'utiliser la matière qui est là, qui est disponible pour se chauffer et qui peut pallier à des manques
production énergétique fossile. Mais c'est par exemple ne pas aller jusqu'à la récolte des plus fines branches, des rameaux, qui eux vont en fait avoir des composés minéraux qui sont essentiels pour le retour et le nourrissage des sols forestiers. Et donc c'est un exemple d'utilisation de bois de chauffage, oui, mais de bûches, de troncs, éventuellement si on ne le valorise pas à autre chose, mais c'est de laisser tous ces rameaux, ces jeunes fragments de bois à la forêt pour qu'elle puisse s'auto-alimenter. Voilà, un exemple parmi d'autres. C'est quand on fait de la cueillette, parce qu'en forêt, il y a plein de ressources comestibles, que ce soit les feuilles, les fruits, les bourgeons. On peut effectivement aller cueillir en forêt sans vous éloigner des chemins, pas en propriété privée, mais c'est de cueillir avec parcimonie et de savoir l'impact qu'on a sur la forêt. Et donc, autre chose, c'est de se rendre compte qu'en fait, quand on est en forêt, on entre dans un écosystème qui vit sur à grande échelle, sur un grand espace, et avoir un arbre qui dépérit ou un arbre qui meurt, c'est pas un problème en fait. Ça fait partie du cycle de la vie et de la mort. Et la mort, elle est très importante en forêt. On a besoin d'arbres qui meurent parce que c'est un retour de la matière organique au sol. Et la forêt en a besoin. Et donc, commencer à prendre peur qu'un arbre dépérit ou qui meurt, devoir l'exploiter à tout prix, le valoriser à tout prix, le sortir de la forêt, ben c'est là où il y a une gageure. C'est là où on a un impact encore plus important que le changement climatique, c'est que en fait, tout le temps, on a eu des arbres qui sont morts. On va le laisser en forêt, il va servir. En fait, ça va être des hôtels à insectes, ça va être des zones de reproduction de chauves-souris, d'oiseaux. Donc, ces arbres morts, ils sont essentiels. Finalement, ces arbres morts, ils sont source de vie. Ils sont source de vie pour tous les niveaux de la chaîne alimentaire au niveau de la vie animale en forêt, mais source de vie aussi pour les sols. Et de ça aussi, on va s'inspirer en forêt-jardin. On va aussi laisser en fait un minimum de bois mort. On va laisser ce bois mort qui va se décomposer petit à petit grâce aux champignons et aux bactéries pour retourner graduellement dans le sol et à son rythme. Ça va être aussi une source d'économie en eau puisque ce bois mort va en fait être gorgé d'eau et c'est une eau qui va être relarguée petit à petit. Et donc finalement, c'est tous les services écosystémiques qui sont apportés par ces bois morts qui sont essentiels. Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre les ressources fournies par les forêts, tout en garantissant leur durabilité et en conservant la biodiversité? Alors, c'est vraiment changer notre regard sur la gestion forestière, c'est d'essayer de passer d'une gestion forestière qui s'est voulue fort simplificatrice, qui finalement produisait des peuplements, des bois qui étaient très très homogènes. Et donc c'est de passer finalement à une gestion qui était basée sur une, deux essences vers une gestion forestière qui est basée sur plus de 3 essences différentes. Et puis d'essayer aussi d'avoir une gestion qui est différenciée, d'avoir des structures de forêt qui sont variées dans l'espace, avec des âges d'arbres multiples, avec une structure verticale beaucoup plus importante. Et donc finalement avec une hétérogénéité importante de nos forêts. Et c'est comme ça qu'on va assurer un maximum de niches écologiques et augmenter la biodiversité dans nos forêts. Et alors, au-delà de ça, localement, c'est quand on va faire une exploitation, c'est de vraiment se dire, on va aller valoriser le plus possible certains arbres pour leur qualité propre et donc produire du bois de qualité, peut-être en plus petite quantité, mais vraiment et la valoriser pour ses spécificités. Et donc arrêter de vouloir faire de la biomasse, de vouloir faire des grosses productions de quantités de bois qui partent en trituration, qui partent finalement dans des procédés qui sont très peu valorisants, au profit d'une valorisation de la qualité intrinsèque des bois, en faisant du bois de qualité qui soit utilisé localement. Et cette exploitation, on la fait la plus propre possible, en prenant le temps et en ne rentrant pas avec des machines en forêt, et en ne bousillant pas les sols, parce que les sols, c'est notre capital, c'est le capital de la forêt. Et Corentin, tu le sais bien, hein, dans les forêts-jardins, c'est pareil. Comment engages-tu le public pour favoriser une connexion et une compréhension plus profonde de nos forêts? Alors, moi, je veux vraiment inviter les personnes à d'abord aller en forêt, aller le plus possible en forêt. Et moi, je vais proposer des activités en forêt qui vont permettre
aux personnes de s'autonomiser et d'y retourner par soi-même. Et donc, c'est vraiment créer l'impulsion pour apprendre à mieux connaître cet écosystème et à pouvoir le vivre et à pouvoir s'immerger dans cet écosystème pour pouvoir le ressentir par tous ses sens. Et donc, sortir du mental. Et donc, c'est clair qu'il faut des partages de savoir, c'est clair qu'il faut de l'apprentissage de connaissances, mais il faut aussi pouvoir le vivre par son corps. Et donc, par du mouvement, par l'essence, par l'observation, par l'odorat, par tous ces sens qu'on a et qu'on n'utilise plus en fait, et qui nous permettent vraiment d'être en lien avec la forêt et de nous poser les bonnes questions, nous permettre de faire les bonnes observations. Et donc c'est apprendre à observer, apprendre à voir ce qui est autour de nous et lâcher son mental. Et donc moi je propose des immersions, parce que pour moi c'est la meilleure façon de vivre les forêts, c'est des immersions, c'est plusieurs journées au cours d'une saison, au cours d'une année, et c'est plusieurs journées d'affilée, c'est même pouvoir vivre la forêt jour et nuit pour pouvoir la ressentir dans toutes ses dimensions. Quelle est ta vision pour l'avenir de nos forêts, compte tenu des défis environnementaux actuels? Alors il faut savoir qu'en Wallonie, on a 33% du territoire qui est couvert de forêt. Et donc sur ce tiers du territoire, dedans on a encore un tiers des forêts qui sont protégées par Natura 2000 et un petit peu moins d'un tiers de ces forêts qui sont des forêts anciennes, c'est-à-dire des forêts où il y a toujours eu de la forêt dessus, on n'est jamais passé par un stade de l'agriculture. Et donc ça veut dire qu'on est dans des forêts qui fonctionnent et s'autogénèrent de manière exceptionnelle. Alors pour ces forêts-là, c'est vraiment de les protéger et de les utiliser comme vraiment ressources de réservoir et d'aller le moins possible exploiter, de faire le moins possible de dommages et de vraiment pouvoir les sortir d'une gestion classique. Donc ces forêts anciennes, elles ont un rôle majeur pour l'avenir de notre biodiversité en Wallonie. Et puis à côté de ça, on a des forêts qui sont plus des boisements récents, souvent monospécifiques, donc à base d'une seule espèce. Et là, c'est vraiment d'aller les diversifier et d'aller rechercher des espèces qui sont soit proches, soit adaptées au contexte local, au niveau du sol, au niveau du climat et au niveau de l'ambiance, puisque comme on veut diversifier, il faut des essences, des espèces qui puissent être bien ensemble. Et donc, c'est vraiment diversifier un maximum ces forêts pour assurer le couvert forestier le plus pérenne possible. Et parce que c'est ce milieu tamponné au niveau des températures et de l'humidité qui va faire que la forêt va être plus résiliente par rapport au changement climatique, mais aussi à la pollution, parce que la pollution a un impact important. As-tu un message à faire passer? Qu'est-ce qui te tient à cœur concernant ton activité? Alors, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de pouvoir se faire confiance, de pouvoir observer ce qui est autour de nous et d'avoir confiance que les arbres vont trouver les capacités à dépasser ces différentes crises, que nous aussi, mais qu'on n'a pas besoin d'être forcément performant pour le faire, qu'on peut accepter d'être dans de la lenteur, d'être dans ce qui est imparfait et d'apprendre au quotidien, d'apprendre pour se donner le temps de faire et d'agir de manière locale, raisonnée et en ne se précipitant pas trop. Puisque finalement, tout ce qu'on va mettre en place, que ce soit en forêt ou dans les jardins forêts, ça sera parti pour quelques décennies. On est sur des écosystèmes qui nous dépassent énormément en termes de durée de vie. Et donc, prendre le temps de 2-3 ans pour réfléchir à ce qu'on va planter ou comment on va planter, ça vaut vraiment le coup. Ne pas chercher à vouloir produire à tout prix rapidement, parce que finalement, on en payera le prix plus tard. Et donc, voilà, explorer, apprendre de ce qui est autour de nous et imiter le vivant pour retrouver le bien-être de vie au quotidien. On vient de faire le tour de la forêt de Laurence. Merci beaucoup à toi pour le temps passé avec nous et toutes tes explications. Personnellement, j'ai vraiment adoré de voir ton point de vue, ta vision des choses concernant nos forêts, nos jardins forêts, etc. Ton point de vue sur les forêts résilientes, aussi les solutions qu'on peut apporter, tout en respectant ce type d'écosystème forestier.
N'hésitez pas à aller en forêt, donc dans les forêts qui se trouvent autour de chez vous, pour vous en inspirer, voir les différentes strates, voir les différents organismes qui y vivent. Ça ne peut qu'être bénéfique pour votre jardin-forêt de s'en inspirer. On mettra le lien en bas de la vidéo concernant ton activité, donc pour rediriger vers ton site internet ou ta page Facebook. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes!